Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et d'habitude dans ce podcast, je reçois des jeunes chercheurs et chercheuses, mais aussi je voudrais vous proposer qu'on se concentre un peu plus aujourd'hui sur une discipline plus particulière, l'archéologie du bâti. Et parce qu'aujourd'hui, nous enregistrons dans un lieu très particulier, le château de Brie-Comte-Robert, avec un public de folie. Et oui, nous sommes ici dans un château donc construit au sud-est de Paris, voilà à 30 km dans l'actuelle Seine-et-Marne, et qui date du Moyen-Âge, on va en parler, qui a une histoire qui est très liée à l'histoire des rois de France et autres, mais aussi un haut lieu d'archéologie, on va en parler tout à l'heure. Et aussi, juste avant de parler d'archéologie du bâti, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Muriel Lavaux. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors Muriel, donc présente-nous un peu l'association qui s'occupe du château. Alors l'association Les Amis du Vieux Château existe depuis 1982. Pour expliquer un petit peu le contexte de l'époque, ce château, ce que vous voyez ici aujourd'hui, n'était pas comme ça. En fait, c'était ce qu'on pourrait appeler, j'espère que je ne dis pas d'erreur en disant ça, mais des ruines romantiques. C'était un parc public où des générations d'enfants venaient jouer. Et qui émergeait de la végétation, on voyait Exactement, des pierres. Et tout voilà. à fait, les pierres. Et puis les arbres ont poussé. C'était vraiment ce style. Et on n'imaginait pas qu'il y avait un château médiéval, en tout cas, certainement l'intuition, mais pas la réalité sur le terrain. Et dans le contexte de l'époque, un projet économique certainement, en tout cas, ce site devait être transformé en parking. Ah. Et des gens se sont mobilisés, en tout cas 3 couples fondateurs, dont 2 sont toujours actuels, les Piéchazic, donc Madame Martine Piéchazic qui est la présidente, Daniel Numont et sa femme, ont décidé de sauvegarder ce qu'ils avaient vu, en ayant une intuition, mais pas de contexte particulier d'archéologie du médiéval, ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc une association s'est créée. En tout cas, alors, l'association a été créée en 1982, mais sous la direction d'une autre association. Les Amis du Vieux Château n'existent que depuis 2009. En fait, toutes des recherches ont été faites pour permettre de sauvegarder ce site, qu'il disparaisse. Et donc, au fil des années, il y a eu des chantiers de fouilles et des travaux qui ont été faits pour faire émerger le château depuis cette végétation, c'est ça ? Bien sûr, exactement, puisque des travaux ont été réalisés de décaissement. Donc, les lys qui font le tour là, du château, le passage entre les douves et le château, ont été décaissés fortement, parce que tout le château n'a pas été remonté, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été plutôt descendues pour retrouver des bases, et des travaux de restauration. Et puis ensuite les fouilles après pour permettre de découvrir avec l'archéologie le quotidien d'un château médiéval. Et puis donc des chantiers de restauration au fur et à mesure du temps qui passe. Oui, parce que ici donc on a bien sûr donc le reste des châteaux, on a tout un centre d'interprétation avec plein d'objets. Il y a plein de carreaux de pavement pour mon plus grand bonheur. J'adore les carreaux de pavement. Il y en a beaucoup plus dans la base archéologique, si tu veux voir. Oh, bah. Oh là là, tu vas me faire plaisir comme ça. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que tous les objets que vous présentez ici, à quelques exceptions près, en fait, viennent du château. Oui, à peu près plus de 90% est extrait du château uniquement. Et aujourd'hui, avec l'association, quelles sont vos actions, quels sont les enjeux que vous avez aujourd'hui pour valoriser le château ? Il y a déjà l'étude historique et archéologique de ce qu'on trouve. Oui, vous continuez de faire des chantiers. Oui, il y a toujours des chantiers. Alors en archéologie, c'est plutôt l'étude de la post-fouille, parce qu'il faut traiter quand même de tous ces objets, et sachant que l'intégralité du site a été fouillée. Donc il n'y a plus rien à découvrir. Enfin, pour revenir, non, parce que c'est ce qu'on disait déjà il y a quelques années, mais on a effectivement fait des découvertes un peu fortuites, enfin plus ou moins, parce que ça se voit plus du tout, mais il y avait un reste de fouilles pour les élèves. Et on a découvert les bases d'une tourelle totalement ignorée. Pareil aussi dans un des murs il y a eu l'archéologie de fait, et nettoyer un mur, et on a découvert un couloir qui menait à des latrines qui n'existent plus. Un cou-siège avait des inscriptions sur un mur en plâtre. Et ça, c'était totalement ignoré. Et ça date de très peu de temps dans les découvertes archéologiques. Et également, on travaille aussi avec l'Union Rempart, tout ce qui va être par l'éducation populaire sur l'insertion des jeunes à travers les différents métiers du patrimoine. Et puis, on propose aussi des stages, des visites guidées. On accueille aussi des bénévoles sans prérequis. Ah. Alors, je ne veux pas dire que je fais un appel à bénévoles, mais en tout cas, il ne faut pas se dire « non, j'y connais rien du tout ». En fait, on n'a pas d'a priori, et c'est la passion de l'histoire, du patrimoine. Et puis par la restauration, et c'est d'où l'importance de l'archéologie du bâti, grâce à l'Union Rempart qui propose des chantiers internationaux, des stages de taille de pierre, de maçonnerie, et qui est possible, ce que justement va présenter
Florian après, l'archéologie du bâti, qui permet d'établir à quoi ressemblait le site à une époque donnée. Parce qu'on essaye vraiment d'être au plus proche de la réalité historique et archéologique, car notre éthique d'association historique, acteurs du patrimoine, ne nous permet pas d'inventer. Bien On sûr. ne passe pas, on ne fait pas dire tiens, ça devait être comme ça, donc on le fait. Non, c'est parce qu'on a les traces qu'on peut se permettre de le faire. D'accord, merci beaucoup Muriel. Et donc oui, on va parler dans cet épisode donc, d'archéologie du bâti et j'ai le plaisir de recevoir avec moi aujourd'hui Florian Emery. Bonjour Florian. Bonjour Fanny. Alors Florian, je te reçois parce que tu as une formation en histoire de l'art et tu es médiateur culturel et référent sur la recherche historique à Guédelon. Guédelon, si vous intéressez un petit peu à l'histoire et à l'archéologie et à la restauration du bâti et tout ça, ça doit vous parler un petit peu, on en reparlera tout à l'heure. Donc avec toi, on va parler en détail, donc qu'est-ce que c'est l'archéologie du bâti? Et vraiment, on va commencer déjà par des éléments de définition un petit peu généraux. Qu'est-ce que l'archéologie du bâti? L'archéologie du bâti, donc c'est une discipline archéologique. Son principe, c'est justement de faire une étude des élévations, donc de tout ce qui a été construit. Donc à la différence de l'archéologie sédimentaire, où plutôt on va chercher à fouiller, donc à creuser, à faire des sondages archéologiques dans le sol. Là, l'archéologie du bâti, c'est justement de traiter ça, l'élévation, traiter les matériaux et de comprendre comment eux ont bâti à une certaine époque. On s'intéresse ici à l'archéologie médiévale, donc c'est de comprendre comment ils ont bâti donc, des églises, des cathédrales, des châteaux. Et pourquoi on ne dit pas juste archéologie? L'archéologie, c'est assez large. On a plein de types d'archéologie. En fait, c'est très différent. Ils peuvent être donc des disciplines assez variées. On va avoir l'archéologie sédimentaire, comme je le disais, donc faire des sondages pour remonter le passé. Plus on creuse, plus on va aller à une période ancienne. On va avoir l'archéologie sous-marine, on va avoir l'archéologie expérimentale, donc comme à Guédelon. On va avoir l'archéologie du bâti. Et puis dans tout ça, il y a des disciplines archéologiques qui peuvent se greffer pour en apprendre davantage. La palynologie, l'étude des pollens par exemple. Je rêverais on de faire va un avoir épisode plein de là-dessus. disciplines différentes et tout ça bien sûr pour en apprendre davantage sur l'archéologie sédimentaire, l'archéologie du bâti. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est que vous étudiez donc, ce qui est donc, les murs et tout ça. Et est-ce que c'est forcément une archéologie qui est destructive ou non? Parce qu'on l'a vu déjà dans pas mal d'épisodes de Passion médiéviste, quand on fait de l'archéologie, souvent on détruit ce qu'on fouille. En tout cas, voilà. Mais est-ce que là, dans l'archéologie du bâti, on détruit forcément? Pas forcément en fait. On peut traiter un mur, l'étudier tout en n'altérant pas justement son mur. On va plutôt faire une étude du pierre à pierre, des mesures, des relevés, de la photogrammétrie, donc ce qui peut permettre ensuite de travailler à distance sur ce même mur. Tout ça, ça va pas justement entacher un petit peu l'authenticité de ce mur, si on parle de mur. Donc non, c'est pas vraiment destructif. Par contre, ça peut l'être si on a une baie, une fenêtre, donc une baie, ça va être une fenêtre, une porte, où ça a pu être emmuré à un moment donné avec du ciment. Donc on sait par exemple que comme il y a du ciment, que ça a été fait il n'y a pas si longtemps, on va dire dans la période contemporaine, et que ce mur-là n'a pas d'intérêt dans l'étude archéologique si on s'intéresse au Moyen-Âge par exemple. Donc là, dans ce cas-là, on peut, si on a les autorisations, casser ce mur pour pouvoir approfondir la recherche ensuite. Oui, il y a le cas des différentes couches effectivement historiques. Si tu veux trouver de l'antique, par exemple, il faut bien détruire un moment du médiéval pour accéder à l'antique. C'est ça, si on cherche l'antique, on détruit le médiéval s'il y a la trace. Ça dépend. Ne me parle pas de malheur. Et donc, là, on voit bien qu'on est sur une discipline qui est elle-même pluridisciplinaire. Ah, complètement. Ça reprend donc plein d'éléments de l'archéologie, enfin plein de disciplines archéologiques comme on le disait. On a beau étudier donc l'élévation, mais si on s'intéresse donc à l'architecture, il faut aussi parfois faire des sondages en profondeur pour découvrir comment se fait la fondation de ce mur qui est en élévation. Et là, comme ça, on aura d'autres informations. Et puis, en faisant donc la fouille, on peut trouver des éléments de terre cuite architecturale. Donc, ça va être des carreaux de pavement, ça va être des tuiles. Et là, avec ces indices-là trouvés dans la fouille, on pourra restituer, reconstruire, si on veut, si on a besoin, le monument en essayant de l'approcher au plus près et avec l'authenticité qui va avec, quoi. Donc là, on va voir qu'à travers ton expérience, on va voir différents exemples de cas d'études d'archéologie du bâti. Déjà aussi, pour nous introduire, comment est-ce que tu t'es intéressé à l'histoire et à l'archéologie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dessus? Je suis tombé dedans en fait quand j'étais petit, comme Obélix quoi. C'est-à-dire que les parents ont en fait sauvé un bien en 98, donc un manoir en Bretagne, qu'ils ont sauvé parce qu'il était voué à la destruction. À partir de ça, donc ils ont
commencé à le restaurer. Donc tous les étés, tout le temps, toutes les vacances au manoir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc au début, il a fallu enlever les placos, les couleurs roses, vertes de différentes salles. Et après, on retrouve le mur à nu, le mur médiéval. Et de ça, ils se sont lancés dans la restauration. Donc finalement, ça m'a toujours parlé, au même titre que de comprendre comment ça avait été construit au Moyen-Âge, ou de comprendre que ça, c'était 14e, ça, c'était 15e, ou ça, 16e. Bon, bah, du coup, c'est intéressant, parce que sans le savoir, je faisais de l'archéologie du bâti, ou en tout cas, on me parlait d'archéologie du bâti. Bon, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Mais... Oui, mais tu aurais très bien pu, comme n'importe quel adolescent qui a ses parents ont une passion, bah en fait, lui, il en a marre, il veut faire autre chose. Toi, qu'est-ce qui a fait que ça s'est vraiment intéressé ? Bah après le lycée, du coup, j'ai fait de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, donc il y a le cursus d'archéologie qui va avec, hein, en binôme toujours. Donc ça m'a plu. Au début, j'étais plutôt sur la peinture. Je me voyais plutôt travailler en musée et autres. Et finalement, j'ai fait une licence professionnalisante dans la valorisation du patrimoine. Là, je me suis un peu plus porté sur faire des visites guidées, sur l'architecture, sur des monuments. Ça m'a donné envie de continuer. Je continue en master. De ça, je suis allé à Guédelon en stage. Le fait de comprendre en fait comment on bâtit au Moyen-Âge, parce que Guédelon, on construit comme au XIIIe, bah, j'ai commencé à mieux déconstruire des ruines, si on veut, parce que en comprenant comment on construit un château fort, avec les techniques de maçonnerie, de charpente de cette époque-là, bah, quand on voit une ruine, une cathédrale, un château, comme ici, comme à Brie, bah, en fait, on s'imagine comment travaillaient ces bâtisseurs, et en fait, on arrive plus facilement, disons, à déconstruire, en fait. Donc, dans tes études, sur quoi est-ce que tu as travaillé d'abord en archéologie du bâti ? Quels sont les premiers chantiers que tu as fait à part Guédelon ? À ce moment-là, en fait, j'avais pas la vocation de faire de l'archéologie du bâti, hein. Dans le premier master, c'était vraiment dans plutôt tout ce qui était gestion d'un site patrimonial. C'était plutôt ce vers quoi je me portais au début. C'était bien le côté professionnel, le côté de s'assurer un travail plus tard dans le patrimoine, on va dire. Mais finalement, je me suis aussi rendu compte, notamment par des visites avec plein de vestiges médiévaux autour de Guédelon, notamment. En comprenant Guédelon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller plutôt vers la recherche et donc de prendre un sujet sur le Moyen-Âge avec un sujet assez interdisciplinaire. J'aime bien l'histoire de l'art, j'aime bien l'histoire, et finalement je me suis dit que l'archéologie c'était quelque chose que je ne connaissais pas dans sa méthode, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc j'ai pris un sujet qui m'avait été proposé par mon directeur de recherche, Sylvain Demart. Il y avait Géraldine Mallet aussi. Donc là j'étais à Montpellier dans un master pour justement faire cette recherche. Donc on m'a proposé un sujet qui se portait du coup sur l'enceinte priorale de Saint-Martin de Londres. Donc là on est dans le l'Hérault, hein, dans le 34. Et ce sujet, du coup, il fallait à la fois se confronter à la méthode des historiens, de l'historien de l'art, mais aussi de l'archéologue du bâti. En tout cas, c'était ce que je venais chercher, donc découvrir cette discipline que je ne connaissais pas du tout. Donc il a fallu me former. En plus, j'étais pas dans un cursus d'archéologie du bâti à Montpellier, parce que ça n'existe pas. On va plutôt trouver ça en Bourgogne ou sur Lyon. Donc quand je dis Bourgogne, l'université de Dijon notamment, ou sinon l'université de Lyon. À Montpellier, c'était pas le cas, on était plutôt en histoire de l'art, des mondes médiévaux, donc à la fois Orient-Occident, donc on avait des cours assez variés, des sujets très variés aussi de recherche. Et je me suis dit que ça pouvait être donc intéressant, mais que je connaissais pas l'archéologie du bâti, du coup il fallait se former. Et la formation, je l'ai faite non pas à la fac à Montpellier, mais avec Rempart. Donc avec l'Union Rempart, à travers des formations. Donc, c'est quoi l'Union Rempart ? Alors l'Union Rempart, c'est justement, par exemple, l'association de Brie fait partie de l'Union Rempart. Donc c'est un rassemblement d'associations qui agit pour la formation du patrimoine et dans des valeurs d'éducation populaire. Donc comme ici à Brie, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été menées, mais il y a aussi des chantiers de reconstruction avec des formations pour la maçonnerie traditionnelle, la taille de pierre, et pour initier des gens qui n'ont pas du tout ces compétences-là, mais qui peuvent les découvrir, les apprendre, et Rempart permet ça. Et donc dans toutes les régions de France, il y a des sites Rempart où chacune peut aller pour se former, et pour différents sites où on pourra faire de la charpente, de la formation à l'archéologie. Donc ici, il y a une base archéo où on peut apprendre l'archéologie, il y a des formations qui sont faites. Et donc, dans tes études, quand tu étais à Montpellier, quel est le premier endroit sur lequel tu as travaillé ? Raconte-nous un petit peu comment elle était et qu'est-ce que tu as fait dessus en fait ? Alors, on m'avait proposé du coup le sujet de l'enceinte priorale de Saint-Martin de Londres. On est sur un site qui date du XIIe siècle avec une très belle église et qui avait une enceinte, puisque cette priorale était clos de mur. Et donc, il y avait une enceinte autour de cette église avec des fortifications, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi le côté des éléments fortifiés, donc à la fois des châteaux, mais ça peut être aussi des fortifications sur des lieux religieux, enfin sur des édifices religieux. Et donc, il y avait cette enceinte autour de cette église et ça m'a intéressé. Et puis,
c'était un schmilblick en fait de plein de périodes de construction. On avait un millefeuille, quoi. Ouais, c'était un millefeuille et du coup c'était assez compliqué aussi à comprendre toute l'élévation et les interventions qu'il y a eu au fur et à mesure du temps. On est sur une enceinte, d'accord, mais pourtant au fur et à mesure on va avoir plein de percements, de baies, de fenêtres, de portes. Pourquoi ? Pour la vie quotidienne. L'enceinte perd son statut défensif, il n'y a plus d'intérêt. La symbolique, on la perd aussi au fur et à mesure du temps. Et donc, les gens vont vivre dans cette enceinte et vont y habiter, donc y vivre, donc percer et s'approprier le lieu anciennement fortifié. Donc, il faut comprendre tout ça, déconstruire ce qui s'est passé. Donc, on part du 21e siècle et on voit au fur et à mesure ce qui a été fait. On le met de côté et on essaye justement d'avoir des indices sur la construction, l'élévation durant la période médiévale. Donc, là, en l'occurrence, on était plutôt sur du 12-13e siècle. Et donc toi, avec quelle méthode est-ce que tu as travaillé dessus ? J'ai commencé en fait par déjà m'approprier les lieux, se balader, photographier, identifier des éléments qui peuvent être des éléments fortifiés. Moi, je m'intéressais surtout à l'idée d'enceinte, de clôture et des éléments fortifiés. Donc ça peut être des portes avec un système d'assommoir, donc un espace vide où on va pouvoir jeter à l'aplomb des pierres par exemple. On va avoir des vantaux avec des barres de porte. Des quoi ? Des vantaux, donc ça va être des grandes portes qui vont être fermées par une barre de porte qui vient fermer donc ces deux vantaux. Souvent on parle d'inventail des vantaux. Donc on a les indices de cette barre de porte qui vient s'encastrer dans l'embrasure donc de la porte et tout ça ce sont des indices qui permettent de comprendre comment c'était fait à l'époque, comment ils pouvaient protéger leur église mais aussi la symbolique justement de cette église qui plus est priorale donc qui dépendait d'un pouvoir d'un abbé. Donc là, tu voyais déjà un premier type d'exemple comme ça de lieu. Donc on voit bien que l'archéologie du bâti, on va en reparler ensuite, mais ce n'est pas forcément que sur les châteaux. On est vraiment sur tout type de bâtiment. Ça peut être tout type de bâtiment, donc à la fois, on va dire, des résidences plutôt élitaires, des manoirs, des châteaux. Ça peut être des édifices religieux, donc des églises, des cathédrales. Il y a beaucoup d'études d'archéologie du bâti qui sont faites sur ces édifices, mais ça peut être aussi sur l'habitation, l'habitat vernaculaire, c'est-à-dire l'habitat de pays où on a envie de comprendre les différentes étapes de construction et ça peut s'adapter parfaitement à ce type d'édifice. Au même titre, on n'est pas nécessairement dans du médiéval, on peut aller sur de l'antique ou sur de la période moderne. Tout ça, c'est possible aussi, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que tu as pu découvrir ou qu'est-ce que tu as pu apporter avec tes travaux sur cet endroit ? C'est un sujet qui n'était pas traité déjà. Donc, il avait été très peu traité dans l'historiographie. Donc, à partir du 19e siècle, 20e, on parlait beaucoup de l'église parce que les historiens de l'art s'y intéressaient beaucoup. Elle était avec un bel appareillage, des très belles tailles, des aspects de taille, notamment la feuille de fougère. Alors, c'est des aspects de taille qui se rejoignent. Des aspects de taille, c'est quoi, par exemple ? Alors, un aspect de taille, ça va être une finition de taille. La finition de taille, ça va être le tailleur de pierre qui va avoir une finition plus ou moins finie, précise. Plus ou moins lisse. Plus ou moins lisse, ça va Ok. dépendre aussi là de l'économie de chantier. Forcément, il va falloir dépenser des sommes pour construire quelque chose et il y a une économie comme quand on fait notre maison. Donc en gros, si on n'a pas beaucoup d'argent, on fait des pierres un peu brutes. C'est ça, on pas parlera pas d'un très aspect précis. par exemple brochet éclaté pour certains édifices. Brochet éclaté. Brochet éclaté, c'est Oui, quelque chose j'aime bien. qu'on peut utiliser comme mot. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les finitions sur la pierre va être en brochet éclaté, mais c'est quelque chose qui est assez économique dans la taille. Donc déjà, rien qu'en regardant l'aspect des pierres des monuments, on a déjà pas mal de renseignements sur le moment de la construction, sur les moyens qui ont été mis et tout ça. Alors, ça peut permettre d'identifier ou en tout cas d'approcher une période. Donc, on va avoir une datation relative par rapport à des aspects de taille, par rapport à la façon d'appareiller, c'est-à-dire la façon aussi de maçonner. Il va y avoir des façons de maçonner du XIIe siècle, certaines du XIIIe siècle ou qu'on observe plus au XIIIe siècle. Déjà, pour les archéologues, ça peut être un premier indice pour approcher la datation d'un monument. Alors, quelquefois, il faut faire attention, mais il peut y avoir du réemploi. Donc, un mur qui se casse la figure, on reprend les pierres et puis on va les reposer pour refaire une porte ou autre. Donc on peut voir une belle finition qui semble médiévale et pourtant la porte est les pierres ont peut-être été réemployées et la porte date peut-être du XVIIe, XVIIIe. Donc ça peut être trompeur, mais c'est là où justement il faut prendre un peu plus de recul sur ça. C'est là où l'histoire va pouvoir aider, l'histoire de l'art, et l'archéologie va permettre l'approche vers les matériaux et essayer de déconstruire justement, d'approcher, de faire un phasage justement de construction. Donc de se dire que ce mur-là, il est peut-être du 11e, sur le dessus on a un mur qui va être du 12e, puis un autre du 17e, et puis comme ça on va comprendre. Et généralement ça s'observe aussi, puisqu'on a des arrêts de chantier, on va avoir une démolition. Des changements de style aussi Des peut-être. changements de style et une façon d'élever le mur qui va être différente.
Et du coup, est-ce que aussi tu as vu dans cet endroit-là des spécificités, je dirais, au sud? Parce qu'on verra après que tu as travaillé sur des monuments qui sont plutôt dans le nord de la France. Est-ce que là, il y avait des spécificités plutôt au sud de la France? Pour le sud de la France, déjà, on est moins dans le modèle qu'on trouve à la même époque, plutôt vers Paris ou la Bourgogne. Moi, je connais plutôt la Bourgogne, un petit peu la Bretagne, mais c'est vrai que dans le sud, il y avait un autre style, notamment sur le XIIe, XIIIe siècle, où on parle, en tout cas pour les fortifications, assez peu du style philippien qu'on retrouve à la même période, c'est-à-dire le style philippien, ça vient de Philippe Auguste, ça va être ces tours cylindriques avec des archères, des courtines, un logis, etc. Donc ici, on est dans un modèle de château pré-philippien, par exemple. C'est un peu, en fait, quand on imagine un château de base, c'est plutôt ce modèle-là qu'on a en tête. C'est ça, tout à fait. Et en fait, ça, on le voit beaucoup, on va dire, dans le nord de la France, alors que dans le sud, on va plutôt avoir des tours-portes, donc des tours quadrangulaires avec un système défensif qu'on retrouve aussi dans l'architecture philippienne, mais on n'est pas encore dans cette influence capétienne. On le trouvera plutôt à la fin du XIIIe siècle. Donc moi, dans ce que j'ai observé, je sais que je suis, disons, avant les années 1260 à peu près, puisque le style philippien n'est pas encore présent dans le Languedoc. Donc c'est intéressant déjà de voir que même à l'époque, voilà, on a des différences selon les lieux et tout ça. Et donc ensuite, tu as travaillé sur d'autres monuments, sur d'autres espaces. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Pour le M2, du coup, c'était sur l'abbatiale, donc l'enceinte du bourg monastique, disons, de Saint-Guilhem-le-Désert. Saint-Guilhem-le-Désert, c'est donc, il y a une abbaye romane. Et d'ailleurs, cette abbaye donc, avait des dépendances monastiques, et notamment une à Saint-Martin-de-Londres. Donc j'ai commencé par l'enceinte priorale pour ensuite me tourner vers justement l'enceinte monastique qui était directement liée à Saint-Martin-de-Londres. Donc il y avait des recherches que j'avais déjà faites en M1 qui m'ont servi pour le M2, pour mon sujet à Saint-Guilhem-le-Désert. Alors parle-nous de Saint-Guilhem-le-Désert. Alors malheureusement, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais c'est assez réputé comme endroit. Ouais, c'est réputé. On est sur une abbaye qui va être fondée en 804 par Guilhem, qui est lié à la famille donc, de Charlemagne, qui va fonder son abbaye, plutôt prieuré dans un premier temps, puisque ce prieuré, en fait, dépend de l'abbaye d'Aniane. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre un abbaye et un prieuré? Une abbaye, ça va être géré par un abbé. L'abbé gère l'abbaye, et l'abbaye va avoir des dépendances, des prieurés. Mais tout ça est lié au même pouvoir, en fait. D'accord, oui, donc il y a quand même une hiérarchie et tout ça, oui. C'est ça, totalement. Le monument ne sera pas le même entre une abbatiale, disons, et une priorale. Et donc Saint-Guilhem-le-Désert, on est plutôt sur quoi? On est sur un prieuré qui va être fondé dans un premier temps, donc au IXe siècle. Et au fur et à mesure du temps, il y a une histoire un peu particulière, mais ce prieuré va passer en abbaye. Il monte de niveau. Ouais, c'est ça. Il va y avoir d'ailleurs des querelles avec l'abbaye auquel dépendait Saint-Guilhem-le-Désert. Mais bon, il va y avoir une scission, une séparation dans ces pouvoirs-là, où chacune de ces abbayes va être indépendante. Donc l'abbaye d'Aniane, fondée par Saint-Benoît d'Aniane, et l'abbaye donc, de Saint-Guilhem-le-Désert, on l'appelait à l'époque l'abbaye de Gélone. Il va y avoir le pouvoir abbatial, et on va quasiment avoir un pouvoir épiscopal à Saint-Guilhem-le-Désert, c'est-à-dire un pouvoir quasiment équivalent à celui d'un évêque. Saint-Guilhem du Désert, donc Gélone, son nom un peu plus médiéval, disons. Et Gélone, en fait, dépendait de l'évêché de Lodève, et au bout d'un moment, il va y avoir une scission. Ils vont même demander une protection un peu symbolique, spirituelle au pape, au Vatican. Et de ça, on va avoir une vraie indépendance à Gélone, à Saint-Guilhem-le-Désert. Et souvent, symboliquement, on va retrouver ça dans l'enceinte. Donc dans les fortifications, par des tours hautes, de riches familles, de riches commerçants. Mais il va y avoir donc une démonstration. Souvent, dans les fortifications, on parlera d'une architecture assez ostentatoire, montrer le pouvoir. Est-ce que le côté défensif a une vraie utilité? Quelquefois, ça se discute, mais en tout cas, c'est important de montrer par l'architecture des vraies portes, des grandes portes avec des courtines qui vont être assez hautes, longues, des tours qui vont justement protéger le pourtour. Donc, c'était un petit peu l'objectif de faire une synthèse, un état général justement de ces fortifications à Saint-Guilhem-le-Désert. C'était le but de mon sujet. Et qu'est-ce que tu as apporté du coup avec tes recherches? Là, pareil, en fait, on avait un sujet qui était très peu exploité. Alors que pourtant, c'est connu comme endroit. C'est connu comme endroit, mais pareil qu'à Saint-Martin-de-Londres, en fait, on va beaucoup traiter l'architecture religieuse, comme à Saint-Martin, donc de la priorale. À Saint-Guilhem, ça sera son abbatiale et ses différentes phases de construction. Il y a eu des vraies études dessus, très poussées, très fournies. Donc, en ça, c'était super. Mais par contre, pour ce qui est des éléments défensifs, il n'y a eu que quelques articles et pas surtout. Il y avait notamment une des portes du village qui menait donc au château de Verdun, qui est un château alors avec un début de construction au XIe siècle. Rien à voir avec Verdun, quoi. Rien à voir. Okay, parce que là, ça vient de Verdun, Verdule, ça va être aussi un des cours d'eau qui va être à côté. D'accord.
Et J'étais perdue, ce là. château, donc, 11e siècle, va être construit au 12-13e siècle. Il va y avoir une porte qui va donner un accès à ce château. Il y a quelques centaines de mètres à parcourir. Et par exemple, cette porte-là, qui est encore en élévation, alors qu'il y a eu certaines phases de restauration au bout d'un moment, même assez récemment, dans les années 1960, eh bien, était accolée à cette porte. On avait une tour pleine, par exemple. Alors là, sur sa fonction, on ne sait pas, mais elle est mentionnée nulle part ailleurs. Donc c'était déjà intéressant de dire qu'il y avait une tour quadrangulaire à peu près d'1,60 m de large et qu'on ne sait pas sa fonction. Il va y avoir aussi une courtine qui va être accolée, donc un rempart, un mur d'enceinte si on veut, qui va être accolé à cette porte. Bon bah là, il n'y avait eu aucune étude du bâti qui avait été faite. Donc l'idée, c'était au moins déjà de faire un état de ces vestiges, pour ensuite passer le témoin à d'autres chercheurs qui pourront peut-être approfondir l'enceinte de Saint-Guilhem-le-Désert. Raconte-nous aussi comment tu as travaillé, du coup, comment est-ce que tu as fait de l'archéologie du bâti sur cette enceinte? J'avais déjà donc commencé et essayé d'approcher la méthode d'archéologie du bâti pour le premier sujet. L'idée, c'était de continuer et d'approfondir un petit peu ces connaissances. Tu faisais des recherches et tu te formais en même temps. En fait, c'était ça. Donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps aussi, parce qu'il fallait que je me confronte à des réalités sur le relevé. Quand on a envie d'étudier une enceinte, il peut y avoir de la végétation qui peut être sur son côté généralement extérieur. Donc tu es devenu jardinier aussi. Exactement. Donc là, il faut être équipé, il faut prendre un petit peu de matériel, avoir un gros sac à dos. Je n'étais pas véhiculé, tout ça, je le faisais en stop. Surtout que Saint-Guilhem-le-Désert, depuis Montpellier, il y avait une trentaine de kilomètres. Généralement, quand on veut un petit peu qui crapahuter... te prenait parce que tu avais tout ton matos avec toi, personne ne voulait te prendre. Oh, des gens cool, tu faisais mais, serial killer sur la route comme ça. Non, ça allait. Je cachais les scies, je cachais les sécateurs. Mais du coup, c'était des contraintes en tant qu'étudiant. Mais le sujet était superbe et le lieu pour d'études était magnifique aussi. Parce que j'invite tout le monde à aller à Saint-Guilhem-le-Désert. C'est vraiment super. Il y a des paysages magnifiques et un patrimoine en plus très intéressant. Il y a un désert à côté ou pas alors? Et alors, il n'y a pas de désert. La signification du désert, alors soit il y a un côté un petit peu spirituel, le côté désert dans le sens spirituel justement d'ermite et autres. On a un ermitage qui est construit au XVIIe siècle, pas très loin, donc à quelques kilomètres. Et il y a aussi le côté désert. Alors là, c'est plutôt la nature qui est un petit peu vierge, ou en tout cas, il y avait tout un élevage de chèvres, et donc qui ont, alors à certaines époques, qui ont pu justement nettoyer le tout, et ça donnait un aspect désert. Alors en fait, on entend plusieurs versions. C'est difficile de savoir laquelle est la bonne. Donc là, tu te spécialisais dans les fortifications médiévales. Donc tu te rends compte, c'est vraiment ce qui te plaisait, les enceintes. Ouais, c'est ça. Bon, il y a des études à faire au niveau de l'histoire de l'art, du style qu'on peut avoir au niveau des enceintes. C'est-à-dire au niveau du style, qu'est-ce qu'on peut avoir comme style différent d'enceinte? Il y a des observations déjà qui peuvent être faites en fonction déjà du budget qui peut être alloué. Et après, l'idée, c'est aussi de faire des comparaisons avec ce qu'on observe à Saint-Guilhem, de trouver des éléments comparables dans d'autres régions, et le plus proche possible, c'est mieux. Ce qui n'est pas toujours évident. Moi, une des interrogations que j'avais, c'était ce fameux mur de courtine qui est accolé à une des portes au nord. On a une largeur d'1 mètre. Et on est censé, en tout cas, hypothétiquement, avoir un chemin de ronde, puisqu'on va avoir un mur parapet avec le crénelage, donc les créneaux et les merlons, le créneau la partie vide, le merlon la partie pleine, qui défensivement a une vraie utilité. Et puis il va y avoir donc le chemin de ronde pour que la personne qui soit en garde, qui s'occupe de la garde et de la surveillance de l'enceinte, puisse intervenir et puisse déambuler. Là, on a un chemin de ronde qui est de 50 cm. Ce qui est assez peu et ce qui ne permet pas à deux personnes de se croiser. Alors ils avaient une astuce, je ne sais pas, mais c'est compliqué en tout cas d'avoir une hypothèse alors qu'on se dit qu'il y a 1 mètre, 50 cm de passage, c'est compliqué d'imaginer 2 personnes qui puissent se croiser, alors que généralement ils doivent en théorie se croiser. Donc bon, il faut trouver des éléments de comparaison dans d'autres lieux, et c'est pas toujours évident. Donc quelquefois on a des vraies interrogations. Mais bon, au moins, il faut faire cet inventaire de tout ça, architectural et autres. Et après, je pense que c'est déjà de faire un état de la question qui est important. Et après, les interprétations viennent ensuite. Parce que l'enceinte est assez grande. Il y en a même plusieurs, puisqu'on avait déjà 2 paroisses. Une paroisse en partie basse, donc la paroisse Saint-Laurent, qui avait des murs d'enceinte avec une autre porte. Il y a peu de vestiges médiévaux sur ces enceintes-là. Il va y avoir beaucoup de reconstructions, surtout qu'en fait, Saint-Guilhem-le-Désert, il va connaître beaucoup de crues. Pour un désert, c'est un peu... Voilà. Ouais, mais il va y avoir beaucoup de crues et du coup, ça va beaucoup impacter l'architecture du village. Et du coup, pour quelqu'un qui s'intéresse justement aux élévations, à l'archéologie du bâti, c'est un peu pénalisant parce qu'on sent que ça a été refait à la va-vite pour un besoin de la vie quotidienne, d'habitation et autres.
Et donc les traces de défense sont un peu perdues sur beaucoup de pans de mur, quoi. Là, tu dois vraiment faire de la recherche vraiment de traces, de ce qui reste, d'une petite arête. C'est ça. Et après, l'idée, c'est de croiser avec des documents historiques, géographiques. On va avoir, disons, les cadastres qui vont être intéressants, les cadastres justement napoléoniens, qui vont nous permettre de retrouver une morphologie de ces enceintes, en tout cas de ce village, ce bourg monastique. Et en croisant ensuite les données entre le cadastre, ce qu'on va observer, des extraits justement de contes ou autres, on va pouvoir justement à la fin avoir une hypothèse sur certains éléments. Et puis il y en a d'autres qu'on ne saura pas, quoi. Et donc après ton mémoire, tu as dû dire adieu, en tout cas temporairement, j'espère pour toi, à Saint-Guilhem-le-Désert. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite ? Oui, parce que Saint-Guilhem, c'est pas fini, hein. J'ai rendu mon mémoire, donc je l'ai soutenu, disons, en septembre dernier. Et l'idée, c'est de pouvoir publier, ou au moins un article, hein, je dis pas forcément une grosse étude de 300 pages. C'est toujours le problème des masters en fait, et des mémoires, et c'est aussi une partie de pourquoi j'ai lancé Passion médiéviste, c'est que les travaux de recherche qui étaient faits en mémoire ou en master, très souvent en fait disparaissent. Après il y a des universités qui depuis quelques années heureusement les mettent en ligne, mais c'est dommage parce qu'on a effectivement des gens comme toi qui travaillent pendant 1-2 ans sur un sujet, et puis après pouf ça disparaît. Moi je me dis mais des fois il y a peut-être des gens qui ont fait 2 fois le même travail et ils ne le savent peut-être pas. Bon bref, ça c'est le souci sujet. Et ouais. donc il y a pratiquement 2 ans de travail sur cette thématique justement de ces fortifications qu'on trouve au Languedoc, dans le pays du Pic Saint-Loup et autres. L'idée c'est justement de pouvoir peut-être en tirer un article qui puisse servir justement à la sphère scientifique. Ça serait dommage de le garder pour moi. Il n'est pas encore fini, en tout cas à mon sens, donc il y a encore un peu de travail à faire. La méthode archéologique, en tout cas l'approche que j'en ai, du coup ça s'améliore aussi, et donc il y a encore des éléments à améliorer, ça c'est sûr, mais le but c'est d'avoir un article. Je ne vais pas m'avancer, quelques mois, peut-être quelques années, on ne sait pas, mais quand j'aurai le temps. Et là donc depuis, tu travailles, donc on l'a dit, dans un certain lieu qui s'appelle Guédelon. Alors, je pense que auditeurs, auditrices, vous êtes la plupart à avoir entendu parler de ça, ou alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Guédelon, qu'est-ce que c'est ? Alors Guédelon, c'est un chantier d'archéologie expérimentale, donc un laboratoire à ciel ouvert justement de cette discipline archéologique. Le principe, c'est de construire pour de vrai donc un château avec les mêmes techniques qu'au XIIIe siècle et avec les matériaux qui sont à disposition autour de ce château qui est en train d'être construit. Mais c'est une construction, il n'y avait rien à la base. Il n'y avait rien du tout. On n'est pas truc, sur une reconstruction justement, on n'avait rien du tout, une carrière de pierre inexploitée depuis une 50aine d'années. Les cofondateurs du projet, donc Michel Guillot et Marilyn Martin, ont décidé d'implanter ce château ici. En fait, initialement, l'idée, elle vient du château de Saint-Fargeau, où il y a eu une étude. Donc, le château de Saint-Fargeau, c'est à quelques kilomètres de Guédelon. Et il y a eu une étude justement du bâti, une étude archéologique qui a été faite par 2 personnes, Nicolas Faucher, Christian Corvisier. Et ils se sont aperçus que sous ce château 15e en briques se cache en réalité un château du XIIIe siècle. L'étude se finit par « il serait passionnant de reconstruire le château de Saint-Fargeau ». Et ils vont se dire, ok, banco, on y va. Par contre, on va pas le faire à côté de Saint-Fargeau, on va le faire dans un Eldorado où on aura justement tous les matériaux à disposition autour. Et c'est ce qui se passe donc depuis maintenant, c'est notre 27e année. Mais du coup, comment est-ce que l'archéologie du bâti peut servir pour l'archéologie expérimentale ? C'est-à-dire que l'archéologie du bâti, tu l'expliquais, c'est à partir de quelque chose qui est là, qui existe. Mais si on construit quelque chose qui n'existe pas à la base, comment est-ce que ça peut nous servir ? Je vais plutôt prendre la question, en quoi sert l'archéologie du bâti donc pour l'archéologie expérimentale ? Pour qu'on construise à Guédelon et qu'on le fasse bien, parce que l'idée c'est un projet scientifique, c'est un projet humain, pédagogique, mais scientifique. Et le principe, c'est qu'on doit être crédible, justement, dans notre expérience d'archéologie expérimentale. L'archéo-expérimentale, en fait, en 3 mots, il y a une méthode. Cette méthode, elle consiste à faire des recherches dans un premier temps. On fait des recherches sur ce qu'on veut construire. On va prendre un exemple. Il y a quelques années, en 2012-2014, on a construit un moulin du XIIe siècle. Ce moulin, il avait été découvert à Tervé dans le Jura. Il était enfoui dans un milieu humide. Donc des centaines de pièces de bois, près de 200 pièces de bois qui étaient enfouies en milieu humide, donc absence d'oxygène. Et à partir de ça, Guédelon va se dire, nous, on est chaud à reconstruire ce moulin de Tervé parce que vous avez beaucoup d'indices et que nous, on a les compétences sur le travail du bois et autres, le bois fendu notamment pour la période médiévale. Et du coup, on est chaud de le faire, ce moulin, justement. Par quoi on commence ? Par faire des recherches. Donc là, c'est l'étude de l'INRAP, parce que c'était
c'était l'INRAP qui était sur ce chantier Donc, justement rappelle ce en que c'est l'INRAP préventif. pour les personnes Donc qui ne connaissent pas. c'est le service d'archéologie qui va intervenir sur des travaux un peu d'urgence. On peut imaginer qu'il y a une autoroute qui va être construite. S'il y a des vestiges qui sont découverts, on va appeler l'INRAP, donc l'archéologie préventive. Là, ils ont découvert ce moulin. Eh bien, on a eu un partenariat avec eux. Ils vont nous donner la documentation, les plans d'hypothèses et autres sur ce moulin. Et puis nous, on va expérimenter. On va essayer pour de vrai de construire ce moulin, première phase d'expérimentation, puis de le faire fonctionner pour de vrai. Et comment on sait si le moulin fonctionne bien ? Au niveau de la farine. Si la farine, il n'y a pas des débris de la pierre meulière ou autre dans la farine, ça veut dire que la pierre a été rodée, quelque chose qu'on a découvert, et que si la farine est exploitable, on peut la transformer en un pain qui est mangeable et qui est même bon. On sait que le moulin, justement, dans notre expérimentation, on est plutôt sur la bonne voie. Donc c'est le but de l'archéologie expérimentale, de la recherche, une expérimentation et une évaluation de l'expérimentation. L'expérimentation, elle se fait avec le geste, l'outil, par rapport aux recherches qu'on aura faites avant. Et donc, on est sur un objectif d'avoir plutôt un château et donc un ensemble plutôt 12e, 13e, c'est ça ? Pour le château, on est sur une architecture donc, du XIIIe siècle, ce qu'on appelle l'architecture philippienne, l'architecture capétienne, avec les tours rondes, les courtines, un logis, voilà. On en a parlé, un exemple très approchant de celui de Brie-Contrebert. Pour le moulin, c'était un peu exceptionnel puisque c'est un moulin du XIIe siècle. Mais techniquement, on peut avoir un moulin du XIIe siècle dans un château XIIIe. Oui, c'est possible. Et puis nous, ce qui nous intéressait, c'était justement de comprendre tout ce mécanisme justement de ces moulins hydrauliques. Et en plus, comme la plupart sont en bois, en tout cas il y a des pièces de bois, très peu ont subsisté. Et du coup, c'était un peu une découverte fortuite, ultra intéressante en fait. Donc c'était en ça que c'était intéressant de le reconstruire. En fait, l'idée aussi, c'est que pour bien faire de l'archéologie expérimentale, il faut faire aussi beaucoup de recherches et donc de visites de monuments. Et c'est par l'observation de monuments, sur des monuments du XIIIe, qu'on pourra reproduire ces techniques. Par des relevés, des relevés, à la fois pour la charpente, grâce aux traces qui sont laissées sur le bois, grâce à la maçonnerie, en lisant les maçonneries, en comprenant comment elles ont été élevées, que ce soit sur les finitions de taille de pierre. C'est là aussi où c'est intéressant d'aller visiter pour essayer. Je renvoie vers les épisodes que j'ai sortis il n'y a pas longtemps en partenariat avec Notre-Dame de Paris, donc où notamment j'ai fait une interview du charpentier qui a réalisé la nef de la cathédrale. Donc là, si ça vous intéresse, allez voir tout ça. Et donc on a vu comment l'archéologie du bâti nous aide pour l'archéologie expérimentale, mais donc pour la restauration du bâti, comme ici à Brie-Contrebert, comment est-ce que l'archéologie du bâti nous aide ? L'archéologie du bâti, en fait, elle va nous aider à justifier les choix de restauration. On voit que les maçonneries sont rythmées par des assises. Des assises, ça va être des lignes de pierre. Parfois, plusieurs lignes de pierre peuvent créer une planée. On va essayer de reproduire la planée. Si dans les élévations en dessous de ce qu'on essaye de restaurer, elles sont présentes, on va essayer de refaire la même chose. Si on a une distinction dans la façon de monter le mur, ça sera très visible. Alors ça peut être un choix de restauration pour dire que ça, c'est récent comme restauration. Mais il y a aussi l'idée de redonner une authenticité à un monument qu'on a envie de restaurer. L'authenticité, là je pense notamment aux documents sur l'authenticité de Nara en 1994. Là, le but, c'était de mettre tout le monde d'accord autour de la table sur une façon de restaurer le patrimoine. Pas avec un point de vue que occidental, mais aussi on va aller chercher les façons de faire en Asie et autres. Par exemple, au Japon, eux, ils vont démonter des temples pour les reconstruire, pour préserver le patrimoine immatériel. Nous, en France, on va plutôt chercher à figer. Et en fait, il y a eu toutes des réflexions autour de comment on restaure, comment on restitue, comment on reconstruit. Et l'idée, c'est de le faire aussi en respectant la substance. C'est-à-dire que si le mur, il va être fait avec un appareil de pierre qui n'est pas taillé, qui est ourdé au mortier de chaux aérienne, on ne va pas faire à l'état, pour la restauration, une pierre de taille cimentée, si on veut. Donc il y a le respect de la substance, du matériau, puis il y a le respect de la forme, c'est-à-dire qu'on ne va pas agrandir une ruine, sinon on perdrait l'authenticité de la forme. Et en tout ça, justement, si on additionne tous ces petits critères de l'authenticité définis par Nara, peut-être qu'on arrive à un monument qui est bien restauré. Tout ça, ça découle d'une étude du bâti avant. S'il n'y a pas cette étude du bâti, on ne pourra pas bien restituer, bien reconstruire en préservant le monument et son authenticité. Raconte-nous un peu à Brie-Contrebert comment ça s'est passé effectivement, parce que avant d'enregistrer, on a fait une petite visite et on voit qu'effectivement il y a des endroits où je me disais mais là, est-ce qu'on est sur du médiéval ou du contemporain ? Et en fait la réponse c'était les deux.
Oui, c'est ça. Alors, déjà, l'archéologie du bâti ici à Brie, elle a été très utile, puisqu'il y avait des vestiges qui subsistaient. Et à partir de ces vestiges, justement, les amis du vieux château, les bénévoles, avec les chantiers d'archéologie, déjà dans un premier temps, mais aussi de taille de pierre et de maçonnerie, on peut reconstituer le tout. Et ils vont délimiter aussi, en fait, puisque quelquefois, c'est pas si visible. On ne sait pas ce qui est vraiment médiéval de ce qui a été refait il y a moins de 40 ans. Ce qui est plutôt bon signe, d'ailleurs. Ce qui est bon signe, du coup, là, pour le coup, on a respecté la substance, etc., donc l'authenticité de l'édifice. Mais du coup, pour délimiter ça, pour montrer qu'il y a une restauration, une des techniques qui est utilisée ici, ça va être de prendre des tuiles et de marquer, donc de démarquer la partie médiévale de la restauration. C'est-à-dire qu'on a une petite ligne en fait, de tuiles qui marque la séparation. Et c'est fou parce qu'on voit à peine la différence. Heureusement qu'il y a les tuiles pour voir. C'est ça. Et là, pour respecter les principes de restauration, on doit pouvoir en fait défaire et tout ça. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des principes aussi dans la façon de restaurer des monuments historiques. On demande aussi une réversibilité. C'est-à-dire qu'on puisse justement enlever ce qui a été restauré pour garder la partie justement authentique. Si jamais on se rend compte par hasard dans 20-30 ans qu'en fait les méthodes qu'on a utilisées mais on ne le savait pas, y a un matériel qui en fait se dégrade et tout ça, qu'il faut refaire autrement, par exemple, là ça sert à ça. Pourquoi pas? Alors dans la maçonnerie peut-être pas, mais pour par exemple, on peut imaginer des restaurations des corps peints et autres, peut-être ils trouveront des meilleures astuces dans quelques dizaines, centaines d'années, et peut-être qu'ils auront besoin d'enlever nos restaurations à nous. Et donc si des gens nous écoutent et voudraient en savoir plus sur l'archéologie du bâti, est-ce que tu as peut-être quelques ouvrages de référence à nous conseiller? Alors j'ai un ouvrage qui est juste ici, qui est donc Archéologie du bâti aujourd'hui et demain. Donc là c'est un acte de colloque de 2019 et où en fait il y a plein de spécialistes là pour le coup d'archéologie du bâti qui soulèvent la question de l'archéologie du bâti, qui vont un peu refaire son histoire et qui vont dire en quoi cette nouvelle discipline, puisque c'est une discipline qui arrive dans les années 1990, en quoi elle peut être au service d'une restauration, de la compréhension d'un monument et autres. Et donc chacun a ses spécialités, c'est dans l'archéologie du bâti, certains vont s'intéresser à la finition de taille de pierre, d'autres à la charpente et autres. Donc chacun en fait a fait une communication dans ce colloque et il est rédigé. Et c'est une très très bonne approche quand même quand on s'intéresse à l'archéologie du bâti. C'est assez fourni pour le coup, mais je le conseille. Et tu voulais me parler aussi d'un site internet, il me semble. Alors un site internet où on a des vidéos, en fait, des cours d'une certaine manière, des vidéos explicatives sur l'archéologie du bâti. C'est mené par Bastien Lefebvre, on est à l'université de Toulouse-Matabiau. On retrouve ça très facilement sur internet. Et là, il y a toute la méthode pour l'archéologie du bâti qui est expliquée de manière assez simple, avec donc des illustrations, des explications orales de ce monsieur. Et c'est vraiment très intéressant. Et quand on n'y connaît rien et qu'on a envie de découvrir cette discipline, on comprend tout. Parce que tu as dit, il n'y a pas de formation aujourd'hui, stricto sensu, en archéologie du bâti. Alors, il y a eu des facs qui ont ouvert justement des formations à l'archéologie du bâti. De tête, moi je connais surtout en fait l'université de Dijon. Très bonne université, Dijon. Et Lyon aussi, à la MOM de Lyon, qui s'intéresse justement à l'archéologie du bâti. Donc ça existe. Et c'est vrai que si j'avais voulu et si rétrospectivement j'aurais peut-être dû aller vers un master en archéologie du bâti. Tu vas peut-être y aller. Bon, sans regret bien sûr, mais ça aurait permis d'avoir vraiment une méthode et d'être peut-être plus efficace dans mes recherches. Mais c'est pas grave, j'ai appris par moi-même et avec Rempart sur la façon de faire du DAO, du dessin donc assisté informatique, où on va pouvoir faire des plans, on va pouvoir faire du pierre à pierre, parce qu'il va falloir aussi faire des photogrammétries, autant de choses qui sont indispensables quand on veut bien faire une étude du bâti et la communiquer justement. Parce que le principe, c'est de comprendre pour soi, mais c'est aussi de transmettre ce qu'on a essayé de déceler dans ces murs. Et donc pour ça, il faut avoir une formation sur comment présenter ces élévations. Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin de personnes formées en archéologie du bâti. Est-ce qu'il y a un vrai besoin ou est-ce qu'on a déjà assez de personnes formées ? Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre. Je ne sais pas s'il y a vraiment un besoin. J'imagine qu'il y a un besoin dans tous les cas. Si, je reprends ma question. Il y a un besoin parce qu'il y a beaucoup, notamment de cabinets d'architectes du patrimoine qui vont avoir besoin et qui vont faire appel à des archéologues du bâti en complément justement de l'étude peut-être structurelle, du diagnostic sanitaire que eux vont faire dans leur cabinet. Il faut qu'ils fassent appel à des historiens de l'art et aussi des archéologues du bâti pour comprendre un petit peu les différentes phases de construction pour mieux restaurer l'édifice. Donc en ça, je sais qu'il y a une demande aussi d'archéologues du bâti pour aider des architectes du patrimoine et pour que notre patrimoine soit conservé et se transmette de la meilleure façon possible, quoi.
Merci beaucoup Florian Emery. Grâce à toi, on comprend mieux ce qu'est l'archéologie du bâti, même si c'était difficile à dire à chaque fois. Donc auditeurs, auditrices, si cet épisode vous a intéressé, je vous renvoie vers d'autres épisodes que j'ai sortis un peu sur les mêmes thématiques. J'avais fait un épisode 69 sur Nancy au Moyen-Âge, où on parlait notamment des bastions de Nancy, donc avec des fouilles qui avaient été menées. J'ai fait mon Hors les murs 6, c'était sur des fouilles archéologiques qui ont été menées au Moulineau. Voilà, j'avais fait un épisode d'immersion sonore sur un site de fouilles très intéressant. Et aussi, je rajoute, alors en plus, il se trouve que tu le connais, l'épisode 45 que j'avais fait avec Gaëtan Koenig sur les portes de Châteaufort. Donc là, je sais que j'ai un auteur il y a pas longtemps qui l'a croisé dans un château en Bourgogne en train de faire des relevés, donc moi je trouve ça bien, il continue bien sûr. Et aussi, si une autre science liée à l'archéologie vous intéresse, j'ai fait l'épisode aussi avec Baptiste Mossière sur l'archéoscience. Donc merci beaucoup Florian Emery, merci énormément aux équipes du château de Brie-Comte-Robert pour l'organisation de cet épisode. Voilà, auditeurs, auditrices, je vous recommande de venir ici, vous allez apprendre plein de choses, et bien peut-être faire des ateliers, il y a plein de choses à faire ici, donc merci énormément et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!